Les troubles de l'apprentissage, notre premier sujet d'aujourd'hui, les 10, c'est comme ça qu'on les appelle. On en parle avec vous sans plus tarder. Maryam Bousfeha, bonjour, vous êtes psychomotricienne. Effectivement. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Rita Alami, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, présidente de l'Association marocaine de psychologie et métiers associés. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et Sarah Hay, bonjour. Bonjour. Vous êtes orthophoniste. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'être là. Donc une équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge, une compréhension de ces troubles, une prise en charge pluridisciplinaire également. Donc on va y aller petit à petit. Pour commencer, une définition vraiment large, les 10, qu'est-ce que c'est, Rita Alami? Alors, on va commencer par le cerveau. Notre cerveau est un centre extraordinaire composé de milliards de neurones, donc des cellules nerveuses qui communiquent entre elles. Le but de cette communication est de pouvoir mener à bien une action qui a été préméditée auparavant par le cerveau. Alors, il y a plusieurs zones dans le cerveau. On va parler de celles qui nous intéressent aujourd'hui, notamment par exemple la zone frontale qui est responsable de tout ce qui est motivation, fonction attentionnelle, tout ce qui est concentration et planification des gestes. On a aussi certaines zones dans le cerveau, plutôt à l'arrière du cerveau, responsables de la reconnaissance de certaines lettres, comme l'aire visuelle primaire, ou d'autres zones responsables de la reconnaissance des chiffres et aussi de tout ce qui est calcul. Okay. À partir de là, donc en fait, le cerveau, on peut un petit peu le diviser en zones et chaque zone a une fonction, un rôle à un moment donné. Alors, une fonction, un rôle, ok. Voilà. Aussi. Alors, le trouble 10, donc c'est un trouble qui touche des enfants avec une intelligence normale, moyenne à supérieure. Donc on ne parle pas de trouble 10 chez des enfants qui ont un retard global de développement, au niveau de l'intelligence. Alors c'est un dysfonctionnement au niveau de ces zones-là, certaines zones dans le cerveau, qui affectent donc tout ce qui est apprentissage scolaire, mais aussi social. Mais est-ce qu'on sait d'où ça vient? Oui, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons d'ordre neurologique principalement, et d'autres psycho-affectives. Formation in utero? Non, plutôt au cours du développement. Ce sont des troubles du développement. D'accord, ok. Donc on verra ensuite comment ça fonctionne en détail, mais on va détailler. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de dyslexie, on verra pourquoi, mais si on devait définir la dyslexie et la dysorthographie, Sarah Hay. Alors oui, bon, c'est vrai que ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est plus la dyslexie, qui s'accompagne généralement d'une dysorthographie. Alors la dyslexie, c'est un trouble, comme a dit Rita, c'est que c'est un trouble qu'on trouve chez les enfants déjà normalement intelligents, qui doivent être scolarisés normalement, c'est-à-dire pas de coupure, pas de problème scolaire ni autre chose, et qui ont un développement socioculturel qui est normal. Alors c'est quoi ces dyslexies? C'est un trouble qui ça affecte surtout la lecture. La dyslexie, c'est la lecture. C'est surtout la lecture. La dysorthographie, c'est le versant écrit. Ça touche l'écriture. Donc, c'est des fautes d'orthographe, c'est plus des difficultés au niveau de l'écrit. Pardon. Alors, la dyslexie, ça touche la lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant inverse les syllabes, inverse les lettres? Alors ça, c'est les choses les plus connues. Donc, il faut savoir que déjà, nous, pour lire, on utilise deux voies. Donc, nous, on connaît que les confusions parce que c'est le problème majeur qu'on remarque quand l'enfant commence à déchiffrer. Donc ça, c'est la première voie qu'on développe pour lire. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est déchiffrer. Et c'est là où on voit ces confusions. Par contre, il y a une autre voie. Les confusions, c'est normal ou c'est pas normal? Alors, un enfant qui apprend à lire. À un certain âge, c'est pas normal. À partir de quel âge pour vous c'est pas normal? Nous, ça nous alerte à partir de fin de CP, des fois même début CP, ça dépend de l'enfant et ça dépend du système scolaire aussi. Mais on ne parle jamais de dyslexie avant la fin de la deuxième année de primaire. On va revenir sur ce point parce qu'il est très important. Bien sûr. Ça c'est pour la dyslexie. Vous avez dit ça c'est le premier niveau, on va dire. C'est le premier volet. Alors il y a un deuxième volet de dyslexie, c'est un autre type de dyslexie, ce qu'on appelle la dyslexie de surface. Et là c'est une dyslexie qu'on remarque ces difficultés surtout au niveau de la lecture des mots qui s'écrivent d'une manière et qui se lisent d'une autre manière, ce qu'on appelle les mots irréguliers. D'accord. Donc là, par exemple, un enfant qui va voir, par exemple, le mot monsieur, pour lire, par exemple, monsieur, il va lire monsieur. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment déchiffrer, lettre par lettre, ce qui est écrit. C'est normal pour un enfant au CP? C'est pour ça que je vous ai dit, ça dépend de l'âge. Alors, la dyslexie de surface, généralement, ça vient après. C'est parce qu'on ne développe cette voie en mémorisation, cette deuxième voie, elle n'est développée qu'à partir d'un certain... C'est quand on devient un petit peu lecteur expert. C'est-à-dire c'est à partir de la troisième année de primaire. C'est là où on commence plus à parler de la dyslexie de surface. Mais de toutes les manières, la dyslexie, on ne parle jamais d'un enfant dyslexique en CP. C'est en fin du CE1 ou bien en fin de deuxième année de primaire. C'est très très important. D'accord. Ça c'est pour la dyslexie. La dysorthographie,
Ça se manifeste comment? Alors, dysorthographie, c'est plus des fautes d'orthographe, mais qui sont un petit peu majeures. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va écrire une phrase qui va être truffée de fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de types de fautes, soit des erreurs qui vont toucher, par exemple, la conjugaison, la grammaire. C'est un enfant qui peut écrire tout ce qu'il entend de la même manière qu'il l'entend. En phonétique. En phonétique, ça c'est une écriture phonologique. Et puis que ça va être tout le temps attaché. C'est-à-dire que, par exemple, pour écrire les enfants, ça va être les enfants avec un Z-E-N-F-A-N. Donc, il va écrire vraiment typiquement ce qu'il entend. Il ne saura pas où découper les mots. Ultérieurement, ça va être des dissertations qui sont pleines d'erreurs d'orthographe, pas d'accord, pas de S, tout ce qui est féminin, masculin. Donc là, c'est purement un petit peu plus scolaire. Mais c'est vraiment un enfant qui connaîtra toutes les règles importantes, grammaticales, les conjugaisons. Il saura très très bien vous les dire, mais il ne saura jamais les automatiser et les appliquer, si on veut dire, quand il va écrire. D'accord. Alors, Mariam Boussliha, les dyspraxies, qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, on dit les dyspraxies parce qu'il y en a plusieurs types, et ça englobe en général les troubles de coordination, d'accord? Les dyspraxies, c'est un dysfonctionnement aussi des praxies. Qu'est-ce que c'est que les praxies? Les praxies, c'est les mouvements, on va dire, volontaires, qui sont dus à un apprentissage que fait l'enfant. Donc l'enfant dyspraxique, c'est un enfant qui a un problème d'automatisation du geste. Donc cette automatisation du geste se fait dans l'apprentissage. Par exemple, le fait de faire du vélo, par exemple, c'est un apprentissage. On le fait une fois et puis par la suite, ça devient une automatisation. Oui. Pour ces enfants qui sont dyspraxiques, malheureusement, ils ont un défaut d'automatisation. Donc, comment ils apprennent le geste se fait à chaque fois qu'ils veulent le faire. Donc, voilà. C'est une reprise à zéro. Exactement. Cet apprentissage se fait à chaque fois et automatiquement, il utilise toute sa concentration et voilà, son énergie d'une première fois, il la refait à chaque fois. Donc, malheureusement, c'est un handicap qu'on appelle handicap invisible parce qu'il est très souvent diagnostiqué très tardivement. Pourquoi? C'est à l'âge scolaire, dans l'écriture, où on constate que l'enfant a des problèmes d'écriture. Et pourtant, l'écriture, c'est juste un volet à part dans la dyspraxie. Mais en général, c'est un trouble de coordination des gestes qui touche les gestes quotidiens, qui touche les gestes dès le bas âge, les enfants. Donc, ça se répercute sur plusieurs volets. Mais malheureusement, c'est jusqu'à l'apprentissage, jusqu'au CP parfois. Et on voit que l'enfant n'arrive pas à écrire, à une écriture qui est illisible, n'arrive pas à tenir le stylo, n'arrive pas... Voilà. Donc, normalement, les enfants du CP, par exemple, on voit qu'ils ont quelques difficultés dans l'écriture, mais au fur et à mesure de l'année, ça commence à s'améliorer. Ouais. Chez ces enfants, il n'y a pas d'amélioration du tout. Et ça se répercute aussi sur leur estime de soi, sur voilà. Donc c'est beaucoup de choses. Absolument. Alors, on va revenir à la dyslexie, Sarah. On entend beaucoup plus parler de la dyslexie que tous les autres troubles 10. Est-ce que c'est parce qu'on les connaît moins? Est-ce que c'est parce que c'est la dyslexie qui est la plus prédominante? Oui. Pourquoi? Alors, c'est vrai que ces derniers temps, déjà, on commence beaucoup à mettre des diagnostics d'enfants dyslexiques. Bon, ça revient à plusieurs choses, dont déjà, si je puisse dire, la vulgarisation du trouble en lui-même, parce qu'on commence à connaître le trouble. Il faut faire attention parce qu'il y a des fois, il y a des enfants qui sont diagnostiqués dyslexiques et qui ne le sont pas, parce que la dyslexie, c'est un enfant c'est durable dans le temps, malgré la prise en charge. On remarque toujours ces difficultés-là qui vont rester. Par contre, un enfant avec qui on va faire une prise en charge de 6 mois, 5 mois, 1 an, et on aura une nette amélioration, ce n'est pas un enfant dyslexique, parce qu'un enfant dyslexique développera des systèmes de compensation d'une manière un peu plus lente, et ça va être vraiment durable dans le temps. Alors, je reviens à votre question, pourquoi la dyslexie en elle-même? Parce que, avec l'exigence scolaire, l'exigence des parents, la dyslexie, le trouble de la lecture, c'est ce qui perturbe le plus, c'est ce qui est le plus visible. Ceci dit, généralement, la dyslexie ne vient pas toute seule, elle vient toujours avec la dysorthographie. Et c'est une partie aussi qu'on retrouve dans la dyspraxie. Par exemple, un enfant dyspraxique sera dyslexique, dysorthographique, si je puisse dire, systématiquement, parce que ça touchera aussi le fait de lire, le fait d'écrire, et cette automatisation ne se fera pas. Donc, un enfant dyspraxique aura aussi la dyslexie dysorthographique. Ce qui est un petit peu malheureux pour ces enfants, c'est qu'on ne s'en rend compte que lorsqu'ils sont à l'école. Et justement, ça nous amène au diagnostic. Comment savoir qu'un enfant est 10 ? Parce que, puisque finalement, ça vient avec un lot, donc je préfère dire 10 plutôt que dyslexique. Rita, justement, est-ce qu'on a des moyens presque techniques, des tests?
Oui, alors le diagnostic des troubles 10 de manière générale se fait par une équipe multidisciplinaire. À aucun moment, un diagnostic ne peut être, j'allais dire, valide s'il est fait par un seul intervenant. Alors ça, c'est très important. Alors, il y a des étapes. La première étape est celle de la demande des parents. C'est-à-dire qu'il est vraiment très important de comprendre exactement quelle est la plainte des parents et quelle est la plainte de l'école. Donc déjà, et de l'enfant? Et de l'enfant, on va y arriver plus tard. Alors déjà, la première étape, c'est qu'on va faire remplir aux parents et aux différents enseignants de l'enfant et ou de l'adolescent des questionnaires ciblés pour voir un petit peu comment il est cet enfant en classe. Et là, très souvent, on a des surprises parce qu'on a des enfants qui sont complètement différents chez certains profs et pas chez d'autres. Et ça, en soi, déjà, ça peut être un symptôme. Un enfant dyslexique aura beaucoup plus de difficultés dans un cours de français que dans un cours d'art plastique. Bon, voilà. Alors, on a cette première étape. Ensuite, c'est l'étape, j'allais dire, la plus importante, c'est celle de tests psychométriques, des tests cognitifs et neuropsychologiques qui sont le test de base. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à voir si cet enfant ou cet adolescent, est-ce qu'il a une intelligence qui est dans la moyenne? Est-ce que son QI, il est à 100, au niveau 100 ou supérieur. Parce que s'il est à 80 ou 60, c'est-à-dire que c'est un enfant qui présente un retard global de développement et à partir de là, il aura exactement les mêmes symptômes que ceux présents dans la dyslexie et dans la dyspraxie. D'accord. Et c'est là, je rejoins ce que disait tout à l'heure Sarah, c'est qu'on a énormément de faux diagnostics. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui ne passent pas par l'étape du neuropsychologue, qui vont directement voir un orthophoniste ou un psychomotricien, qui lui-même ne demandera pas un bilan de QI, un test de QI, et ils vont diagnostiquer l'enfant comme étant dyslexique. Alors que cet enfant ne l'est pas, il a un retard. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément, c'est pas des choses forcément visibles. Donc, de premier abord, il faut aller chez qui? Alors, le premier abord, le premier test, c'est le test neuropsychologique, c'est le test de quotient intellectuel. Donc, on va chez le neuropsychologue. Oui, neuropsychologue qui est habilité à passer des tests psychométriques. Alors, à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est que si on remarque, par exemple, que l'enfant a des troubles qui ressemblent à ceux de la dyspraxie, on va adresser à un psychomotricien en expliquant aux parents pourquoi. Si on remarque qu'il y a des symptômes similaires à ceux de la dysorthographie ou de la dyslexie ou de la dysphasie, on va plutôt orienter vers un orthophoniste. Ensuite, on va récupérer les deux bilans, le bilan neuropsychologique et le bilan du deuxième intervenant, pour faire une réunion staffée autour de cet enfant-là et présenter aux parents un diagnostic. Alors, il y a quelque chose de très important à noter, c'est qu'au préalable, il faudrait qu'on soit sûr que l'enfant n'a pas des problèmes sensoriels, qu'il voit bien et qu'il écoute bien. Donc souvent, on demande à voir des médecins avant de commencer tout ça. Voilà. Alors le diagnostic, c'est un diagnostic pluridisciplinaire. Oui. Justement, on va voir les tests psychomoteurs avec Myriam. Vous êtes psychomotricienne, justement, Myriam Bousfeha. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous demandez? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe avec l'enfant? Avant de démarrer les tests psychomoteurs, il y a une partie qui est très importante, c'est l'entretien ou l'anamnèse avec les parents. Parce que on peut avoir parfois beaucoup plus d'informations de chez les parents que par des tests. Donc, on demande aux parents l'historique un peu du développement de leur enfant. Et s'il s'agit effectivement au final d'une dyspraxie, on remarquera que les troubles se font dès la première année. Comment? Justement. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte le plus souvent? Qu'est-ce qui revient? Alors, qu'est-ce qui revient? C'est un enfant qu'on traite un peu de maladroit. Hein. C'est un enfant qui est fainéant. C'est un enfant qu'on traite, qui n'est pas fainéant, qu'on traite de fainéant, qui est très long, d'accord. Au niveau de la nourriture, il se nourrit très mal. Il fait tomber son verre, il fait tomber sa cuillère. Ça, c'est dans les premières années, on va dire. Mais c'est normal qu'un enfant ne prenne pas bien sa cuillère. Effectivement, mais on parle toujours d'exagération. C'est quelque chose qui est récurrente, d'accord, et qui est exagéré. Malgré un apprentissage, malgré une stimulation des parents, il y a toujours un problème et on voit que c'est exagéré. Vous voyez? Donc, on voit ça. Par rapport à l'habillage aussi, d'accord? C'est des enfants qui auront beaucoup de mal à s'habiller. Oui. Donc, et ces enfants-là auront toujours besoin d'une tierce personne pour les habiller, d'accord? Donc, ils seront toujours un peu dépendants. Ces notions-là, voilà, avant de rentrer dans les apprentissages, même par rapport à leur jeu, on voit que c'est des enfants qui ne sont pas beaucoup dans le jeu moteur, qui sont plus dans l'oral, qui parlent beaucoup, qui sont plus dans les jeux de réflexion, peut-être, des jeux dans, voilà, de réflexion, ça veut dire que c'est pas des enfants bêtes. Pas du tout, loin de là. Comme l'a dit Madame Alami, c'est des enfants au contraire qui ont un QI dans la norme, parfois même supérieur à la norme, d'accord. Et parfois c'est des enfants qui ont des compétences langagières
très élaborés. Voilà, parce que pourquoi? Ils compensent un peu leur dyspraxie, si on veut dire, leur difficulté motrice, ils la compensent par l'oral, d'accord? Ils s'expriment et ils compensent cela. Donc ces enfants-là sont un peu traités, comme je l'ai dit, de maladroits, de lents, de fainéants. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui ne sont pas dans le moteur. Ils n'aiment pas beaucoup courir parce que il y a des problèmes de coordination au niveau de l'équilibre, au niveau de tout ce qui est gymnastique, ils sont pas très forts. Même quand ils sont petits, jeunes, tous les jeux avec des cubes, les jeux avec l'enfilage de perles, tout ça, c'est impossible. C'est pas leur truc. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la motricité fine. Il y a même un volet visuel, on va dire une partie visuelle, parce qu'il y a une dyspraxie visio-spatiale qui touche la sphère visuelle, la coordination entre ce qu'ils voient et ce qu'ils touchent ou ce qu'ils veulent. Donc c'est très large. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir de chez les parents pendant l'anamnèse, déjà à partir de là, avant de commencer dans les apprentissages, à la maternelle aussi. Voilà, donc déjà, si on a ces informations-là, ça nous oriente un peu vers... Voilà, exactement, ça nous oriente déjà vers ces difficultés-là. Et par la suite, on passe, comme vous l'avez dit, aux tests psychomoteurs. Ben, ces tests-là, on commence par exemple par des dessins, le dessin du bonhomme par exemple. On voit que ce dessin est pauvre par rapport à l'âge, tout en sachant qu'au niveau QI, bien sûr, l'enfant est normal. Donc la pauvreté du dessin par rapport au bonhomme, ça traduit pour vous, voilà, ou d'autres dessins déformes, d'accord, parce qu'il y a des problèmes d'organisation spatiale par rapport à la feuille, voilà, ils ont des problèmes d'orientation au niveau temporo-spatial. Vous voyez, c'est énormément de... Voilà, beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments qui font qu'après, on puisse dire que cet enfant-là est effectivement dyspraxique ou a des difficultés ou a une dyspraxie d'un tel ou tel type. D'accord. Alors, intervient aussi l'orthophoniste. Sarah, vous faites passer des tests orthophoniques. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut aussi un interrogatoire, un échange avec les parents? Effectivement, toujours, je suppose, dans tous les métiers paramédicaux et aussi médicaux, on se base généralement sur l'entretien. Alors, pourquoi c'est très important par rapport à ça? Parce que les parents nous rapportent beaucoup d'informations qui sont très, très importantes. Et surtout, c'est les signes d'alerte. Alors, les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont très observateurs de leur enfant. Donc, c'est eux qui connaissent le plus cet enfant-là. Même si des fois, c'est l'école qui nous rapporte la plainte, c'est l'école qui pousse les parents des fois à aller faire les bilans. Mais les parents sont très observateurs et c'est comme une base de données qui nous donnera beaucoup d'informations pour qu'on puisse, nous, après, avoir cette direction-là et s'orienter vers le choix du bilan, vers aussi, par la suite, le diagnostic. Donc, si, par exemple, on a un parent qui nous parle d'un enfant qui a abandonné l'école, par exemple, pendant 6 mois pour des raisons de santé, bah forcément, je ne parlerai pas systématiquement d'une dyslexie. Absolument. Parce qu'il a perdu 6 mois des connaissances, 6 mois d'apprentissage, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que c'est très important de donner le temps aux parents, la première séance, pour bien connaître cet enfant. Alors, après, bien sûr, avoir cerné cet enfant-là, d'après les informations qu'on a eues. Donc par la suite, bien sûr, vient le temps du bilan. Alors le bilan orthophonique, on prend l'enfant, bien sûr, on y va sur 2 jusqu'à 3 séances. C'est pas forcément une séance de suite, parce qu'on estime qu'il ne faut pas mettre l'enfant en échec pendant une longue durée et ne pas le fatiguer, parce que la fatigabilité engendre automatiquement des difficultés. Okay. Donc on donnera le temps à l'enfant, on ira par des tests, on fera tout ce qui est lecture, on fera tout ce qui est écriture, mais il y a d'autres choses, d'autres compétences qui vont venir par la suite, tout ce qui est par exemple conscience phonologique, on verra un petit peu l'enfant. Ça veut dire quoi ça? Alors la conscience phonologique, c'est un petit peu cette capacité qu'ont les enfants à pouvoir prendre le mot, mais on le garde plus comme une entité. Par exemple, l'enfant prendra le mot, par exemple pantalon, il saura que c'est des syllabes, c'est pantalon. Donc on joue un petit peu avec les mots. L'enfant prendra conscience que c'est plusieurs parties. Donc ça prend du temps en fait. Bien sûr, ça prend du temps. C'est pas un seul rendez-vous. Oui. C'est pas un seul rendez-vous. C'est pas un seul rendez-vous. Généralement, c'est sur plusieurs rendez-vous. Donc pour poser le diagnostic, il faut l'intervention de plusieurs spécialistes sur une bonne durée quand même. C'est angoissant pour les parents, des parents qui attendent le résultat, savoir si leur enfant présente un 10 ou pas. Et il faut vraiment une batterie d'examens presque, Rita. Oui, effectivement, mais on va dire que ça prend à peu près 1 mois et demi à 2 mois. C'est long quand on est en attente. Oui, c'est long, mais en même temps, il faut savoir que très souvent, on reçoit les enfants quand l'école a posé l'alerte. À partir de là, on les reçoit. Déjà, ils sont au CM1 si c'est pas au CM2, si c'est pas au collège. Donc il y a souvent, pas toujours, mais il y a souvent beaucoup de temps qui a été perdu derrière. Et quand on vient nous voir, on veut le bilan tout de suite, le résultat tout de suite. Or, c'est pas possible parce que ça demande du temps. Mais ce sont des troubles des apprentissages. Et donc les premiers
on va dire, apprentissages notés, évalués, ce sont les apprentissages du CP. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper le diagnostic? On ne peut pas anticiper le baromètre? On peut anticiper, mais je rejoins encore une fois ce qu'a dit tout à l'heure Madame Boussfeha. Il faut absolument analyser chaque mot qui nous est apporté par les parents. Pourquoi? Je vous donne un exemple. On a certains enfants, très souvent, qui sont qualifiés. Mon enfant est intelligent, par exemple, mais il est têtu comme une mule et il refuse catégoriquement d'écrire ses devoirs. Et là, très souvent, c'est interprété par les parents par manque de savoir comme étant c'est un enfant opposant ou c'est un enfant qui est mal élevé. Encore une fois, je rejoins ce qu'elle a dit Sarah tout à l'heure. On a certains enfants qui vont passer pour être dysphasiques ou ayant un retard de langage très important, alors que ce n'est pas le cas. C'est des enfants qui passent 3-4 heures par jour devant l'écran. Oui. Alors, il y a vraiment beaucoup de données qu'il faut prendre en compte. Donc, on peut vraiment être, à partir de la fin du CP, avoir énormément d'indices, mais encore une fois, ça dépend de l'environnement social de l'enfant et de sa famille. Moi, Sarah, si je peux rajouter quelque chose, alors nous, par exemple, en orthophonie, des fois, bon, c'est pas important de poser le diagnostic. Par exemple, des fois, on reçoit des enfants du CP, même de la grande section. Alors nous, avec notre petite expérience, on sait déjà que c'est un enfant qui est susceptible de développer une dyslexie. Donc, on peut Comment vous le savez? Il y a des traits, par exemple, c'est un enfant qui va se retrouver en CP mais qui ne connaît pas encore l'alphabet, qui a suivi une scolarisation normale, qui a une intelligence bien sûr qui est normale, une bonne stimulation à la maison. Vraiment, on a tout le contexte favorable. Mais Parce que ça peut être un élément d'alerte pour les parents qui nous regardent. Bien sûr, c'est quelque chose qui est alarmant parce qu'un enfant qui a fait la maternelle normalement, qui a eu ces 3 années, même des fois maintenant on a 4 années en crèche et en maternelle, qui a vraiment eu tous les apprentissages qui sont normaux, qui est bien stimulé et on arrive au CP, c'est un enfant qui n'arrive pas encore à reconnaître une lettre d'une autre. Bon là, c'est alarmant quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la normale. On n'est pas dans le système. Non, il va développer ça par la suite. Là, on est dans l'urgence. Ce sont des compétences qui sont supposées être acquises. Effectivement. Au CP, c'est le démarrage de la lecture. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui est alarmant chez les enfants. Alors, on va voir quel impact ça a sur l'enfant lui-même, sur sa psychologie. Rita, comment cet enfant se développe? Donc, vous avez dit, vous les recevez parfois relativement tard, CM1, CM2, voire collège, mais entre-temps, il a reçu pas mal de remarques, il a reçu pas mal de commentaires négatifs, cet enfant. Oui, alors très souvent, comme vous dites, on a 2 cas de figure. On a peut-être 10% des enfants qui sont diagnostiqués de manière précoce, au CP ou au CE1. Ces enfants-là, bon, ils ont compris qu'ils avaient quelques difficultés. En général, ils sont rééduqués avec les spécialistes et c'est des enfants qui s'en sortent plutôt bien. Parce que la prise en charge est précoce. Elle est précoce et, j'allais dire, même primordiale. Ensuite, avec les autres enfants, qui ont été pris en charge un peu plus tardivement, c'est des enfants qui ont écouté énormément de remarques négatives, que ce soit à l'école ou à la maison de la part des parents et même des frères et sœurs. Donc c'est des enfants qui sont blessés narcissiquement, c'est des enfants qui ont une estime de soi extrêmement basse. D'ailleurs, quand ils font des dessins, ils se dessinent de manière extrêmement pauvre et vont dessiner le reste de leur famille bien. Hein. C'est des enfants, quand on discute avec eux, ils se disent bêtes, alors que c'est des enfants très intelligents. C'est des enfants qui ne sont pas beaucoup dans la projection par rapport à l'avenir. C'est-à-dire quand on leur dit eh ben, « qu'est-ce que tu veux faire d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras grand ?» Ils ne sont pas trop là-dedans. Ils vous disent on verra, parce qu'ils ont perdu confiance en eux. Et la grande difficulté vient, j'allais dire, du système scolaire qui pour moi, est malade. Hein. Pas toutes les écoles, mais certaines institutions encadrent très mal ces enfants-là et on a un relevé de notes du haut jusque bas avec enfant fainéant, ne veut pas travailler, etc. Mais justement, c'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. Vous avez parfaitement raison de tirer la sonnette d'alarme et de dire ça, d'autant plus que ce sont des troubles de l'apprentissage. Trouble de l'apprentissage, ça veut dire trouble d'acquisition d'éléments de savoir émanant de l'école. Or, on a l'impression, je me trompe peut-être, mais corrigez-moi, vous qui êtes dans le domaine, on a l'impression que l'école se décharge de ses enfants. C'est ça, Rita? Oui, c'est ça que vous êtes en train de dénoncer? C'est effectivement ça. Encore une fois, je ne généralise pas, mais certaines écoles, notamment certaines écoles privées au Maroc, sont comme ça. C'est un système extrêmement élitiste et ils vous le disent, hein, ils n'ont pas de gêne par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant a quelques difficultés,
on va tout faire pour que l'enfant sorte de l'école, quitte le système scolaire, il faut qu'il aille ailleurs. Maryam, quelque chose à rajouter par rapport à ce point, justement, des écoles qui se déchargent de ces enfants? Effectivement, ils se déchargent. Il y a deux catégories, on va dire, de personnes. Il y en a ceux qui ne sont pas outillés ils ne sont pas formés pour, ces éducateurs ou éducatrices ne sont pas formés déjà pour détecter, et par la suite, même si elles ont la chance de savoir ce que c'est, elles ne savent pas comment gérer, comment s'adapter et comment aider cet enfant. Donc automatiquement, l'enfant est mis à l'écart. Ou il y a des écoles qui, comme l'a dit Madame Rita, ne veulent pas prendre en charge ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un système élitiste et qu'ils veulent garder la crème de la crème. Est-ce que vous avez intervenu dans des écoles? Oui, bien sûr. On reviendra sur l'expérience terrain juste après la petite pause. Restez avec nous pour la suite. On continue cette discussion sur les troubles de l'apprentissage, les 10 de façon générale, et puis l'asthme chez l'enfant aussi à venir dans un instant sur Média TV. Restez avec nous. Les troubles des apprentissages, on en parle aujourd'hui sur le plateau d'Onzito avec des spécialistes justement qui rencontrent, accompagnent ces enfants et vont même sur le terrain dans les écoles pour une meilleure prise en charge. Elles sont avec moi dans le studio, c'est Maryam Bousfeha, vous êtes psychomotricienne, je le rappelle, Rita Alami, psychologue clinicienne, présidente de l'Association marocaine de psychologie et métiers associés, et Sarah Hay, vous êtes orthophoniste. Merci beaucoup, mesdames. Justement, vous êtes toutes les trois là, chacune avec sa spécialité, parce qu'il faut une prise en charge pluridisciplinaire des 10. On parlait des écoles, justement, de leur implication dans ces troubles de l'apprentissage, et vous nous disiez que selon votre expérience, pas mal d'écoles se déchargeaient, pas toutes, bien évidemment, mais certaines se déchargent d'une manière ou d'une autre de ces enfants en difficulté. Je vous posais la question, Maryam Bousfeha, du terrain, vous m'avez dit oui, on va dans les écoles. Vous y allez avec, on va dire, les écoles qui vous ouvrent les portes ou celles qui les ferment et vous les forcez? En général, c'est soit les écoles qui font appel aux praticiens et aux spécialistes. D'ailleurs. Parce qu'il y en a, il y en a les écoles qui font appel, ou c'est les parents qui font une demande spéciale à l'école pour que moi, autant que praticienne, que je puisse venir sur le terrain et plus ou moins donner quelques aménagements scolaires. Pas une formation, parce que c'est quelque chose qui est énorme, mais donner des aménagements. D'accord? Donc, donner des aménagements scolaires pour cet enfant, pour aider. Et pour dire, voilà, ces maîtresses, aux éducateurs, leur dire, voilà ce qu'il a. Je leur explique un peu son cas. Et en général, ils savent beaucoup mieux que moi que son cas, parce que c'est juste des termes, on va dire, techniques. Mais ces enfants sont souvent étiquetés, non? De fainéants ou de turbulents ou de... Effectivement, c'est pour ça. On les étiquette dès la rentrée, parfois, et on les met de côté. Ils sont complètement marginalisés. Donc, au lieu de les prendre par la main et de les ramener, et au contraire de travailler avec eux, non, ils sont mis de côté, et ça augmente un peu leurs difficultés. Voilà. Justement, cet accompagnement des écoles se fait aussi de façon structurée de plus en plus grâce à l'association, Rita? Effectivement. Oui, tout à fait. En fait, nous avons créé une association qui s'appelle l'AMC Maroc, donc l'Association marocaine de psychologie de l'enfant, de l'adolescent et métiers associés. Donc en fait, c'est une association de psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, coachs scolaires et médecins psychothérapeutes. Alors ce qu'on fait justement, et ça répond à votre question de tout à l'heure, c'est que nous nous déplaçons dans certains établissements étatiques, et aussi dans les zones rurales et dans les petites villes. Nous accompagnons durant 1 à 2 journées de formation les enseignants. Donc, pendant. C'est une sensibilisation en fait. C'est une sensibilisation et c'est une formation. Alors c'est pour ça que j'ai parlé de formation, parce qu'il y en a 2 qu'on fait principalement. La première est une formation aux troubles 10. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est que les troubles 10? Comment les diagnostiquer et quel outil peut utiliser un enseignant avec ces enfants-là, justement, dans ces écoles-là. Alors la deuxième formation est une formation autour de la psychologie de développement de 0 jusqu'à 22 ans. Donc ce qui est normal et ce qui est pathologique chez l'enfant. Tout ça, en fait, c'est vraiment dans le but, et encore une fois, j'insiste sur les zones rurales, le but, c'est vraiment d'aider les enseignants et les enfants qui ne sont pas dans les grandes villes et qui n'ont pas accès à des intervenants de qualité. Oui. Parfaitement. On va passer à la prise en charge de ces troubles, parce que c'est très important pour les parents qui nous suivent, pour ces enfants aussi qui vivent cette situation. Sarah, on commence par le volet orthophonique. Alors justement. oui, généralement les parents, c'est le volet qu'ils préfèrent un petit peu choisir en premier lieu, parce que c'est primordial, parce que l'école, les exigences dont on a parlé tout à l'heure. Alors effectivement, notre prise en charge dure
c'est qu'une prise en charge qui dure dans le temps, donc c'est pas quelque chose qui peut disparaître dans 2 mois, 3 mois, on en a parlé, c'est une dyslexie, c'est une dysorthographie. Tous les 10 sont durables dans le temps, donc ça prend beaucoup de temps pour rééduquer. Alors, notre rééducation vise à développer un petit peu des systèmes de compensation chez les enfants pour qu'on puisse leur donner les outils nécessaires afin qu'ils puissent entamer ou continuer une scolarisation la plus, si on veut dire, objectif ou optimal, si on veut dire. Donc en fait, vous les outillez d'une autre manière. Voilà, effectivement. Et puis la différence, parce qu'on a beaucoup de questions qui disent, les parents qui disent, est-ce qu'on fait des cours de soutien ou on fait de la rééducation orthophonique? Alors moi, ma réponse, c'est toujours, je leur dis, la différence entre les cours supplémentaires et la rééducation, c'est que nous, on y va par compétences. Alors, si l'enfant a encore des compétences, il a 8 ans et il a encore des compétences ou des apprentissages ou des capacités d'un enfant de la grande section, j'irai selon ses compétences et je lui donnerai les possibilités pour avancer. Des lacunes, en fait. Voilà. C'est des lacunes qu'il a. Et remplir des lacunes. Mais est-ce que ces enfants auront forcément des lacunes? Puisqu'ils ont des troubles de l'apprentissage. Donc, au bout d'un moment, ils bloquent. Ils n'avancent plus. En fait, ça dépend des enfants. Hein. Il y en a ceux qui essayent avec leur intelligence, qui puissent, ils développent des systèmes de compensation, mais après on a de la fatigabilité qui s'installe. Il faut savoir que c'est des enfants qui ont des troubles de concentration, des troubles d'attention. Donc c'est vraiment un profil qui est quand même qui est important. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points à toucher. Donc ils se fatiguent. Tôt ou tard, il va se fatiguer. Donc, des fois, on les reçoit jusqu'en 5e parce qu'il a pu compenser, mais en 5e, par exemple, la difficulté augmente et là, on voit leurs problèmes. Et des fois, on les reçoit avant parce qu'effectivement, ils ont bloqué, ils n'ont pas fait d'apprentissage. Et là, on a un enfant qui a... On a comme une feuille blanche, en fait. C'est que tellement les apprentissages ont été durs à se faire qu'on a un enfant qui ne connaît pas encore les apprentissages scolaires. Mais on se dit, comment un enfant peut ne pas avoir été suivi alors qu'il arrive à ce stade-là? C'est-à-dire, comment on peut laisser un enfant... Est-ce que les parents se disent c'est un enfant c'est de sa faute, il veut pas apprendre, il veut pas... voilà, est-ce qu'on lui met tout le tort sur lui au lieu de se dire peut-être qu'il y a un problème, on peut l'aider? Parce qu'un enfant qui arrive à un niveau scolaire sans aucune capacité... Rita, c'est... Alors, j'allais dire beaucoup plus vers tout ce qui est motricité. C'est-à-dire que quand c'est des troubles de l'ordre un peu de la dyslexie, de la dysorthographie, à la rigueur, parce qu'on a les enseignants derrière qui vont reconnaître les symptômes et qui vont alerter les parents. D'accord. Après, là où c'est toujours beaucoup plus compliqué, c'est quand c'est les dyspraxies. Là, c'est ce que j'entends, mais alors dans 90% des cas, il est fainéant, il ne veut pas écrire, il est super intelligent, à l'oral, il a 8-9 sur 10 et à l'écrit, il a 1 et 2. Donc c'est vrai qu'on tarde parce qu'on pense que c'est un problème de motivation et de volonté de l'enfant. Tout à fait, tout à fait. On continue sur la prise en charge psychomotricienne, justement, Myriam, comment ça fonctionne? Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Madame Hay, c'est plus une adaptation qu'on donne à l'enfant. On est une sorte de tuteur à l'enfant. On l'aide à s'adapter à l'école. Comment? En lui donnant des astuces, des outils pour qu'il puisse gérer, on va dire, son trouble, d'accord, pour qu'il puisse vivre et avoir une éducation avec son trouble. Parce qu'il faut savoir si on veut dire, on ne guérit pas d'une dyspraxie ou d'une dyslexie, on s'adapte par rapport à nos difficultés, on trouve des outils qui nous aident à affronter nos difficultés, d'accord. Mais voilà, on grandit avec et petit à petit, voilà, on commence à trouver ces astuces-là et ces adaptations. Donc on a des adultes 10. Effectivement. On parle de troubles de l'apprentissage, mais ça suit toute la vie. Effectivement, c'est là où on vient. Il y a des grandes personnes qui ont effectivement eu beaucoup de difficultés, mais qui ont su plus ou moins s'adapter ou pas. Hein. Il y en a qui n'ont pas pu s'adapter, mais qui ont su s'adapter et trouver des systèmes de compensation. Et c'est des personnes qui vont s'orienter dans la vie vers des métiers qui ne sont pas du tout moteurs. Et c'est des personnes qui vont très rarement être chirurgiens. C'est des personnes, voilà, qui vont plus être dans tout ce qui est verbal, dans tout ce qui est oral, d'accord. Mais on trouve toujours quelques troubles. On suspecte toujours des personnes adultes dyspraxiques dans le quotidien. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à s'orienter dans la voiture, par exemple, qui vont avoir beaucoup de mal à obtenir un permis de conduire, parce que le permis de conduite, ça nécessite une coordination entre ce qu'on voit, entre tourner à droite, trouver la droite de la gauche. Il y a toujours des personnes qui ont beaucoup de difficultés, des adultes, à s'orienter entre à gauche et droite. Donc voilà, c'est peut-être des anciens ou c'est des dyspraxiques, mais qui ont pu s'adapter dans leur vie actuelle. Voilà. Alors pour les enfants, on continue sur la prise en charge, mais cette fois-ci à la maison. Donc vous travaillez
au cabinet avec les enfants. Ensuite, qu'est-ce que vous donnez comme directive aux parents? Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il faut continuer avec l'enfant ou il faut... Oui. Effectivement, il faut travailler sur des activités, sur des activités qui le mettent à l'aise surtout, d'accord? Des activités qui ne le fatiguent pas. Parce que toute la journée à l'école, l'enfant, il est fatigué. Donc, comme a parlé tout à l'heure Sarah de la fatigabilité, parce que ces enfants investissent tellement de concentration dans ce qu'ils font, parce que c'est comme une première fois pour eux, d'accord, à chaque fois, l'investissement que fait une personne, si je puis dire, normale, une première fois et après c'est automatique, non. Eux, à chaque fois, donc, le niveau de concentration baisse et la fatigabilité augmente. Donc voilà, il faut essayer de trouver d'autres activités où l'enfant peut être beaucoup plus zen, beaucoup plus, voilà, exactement, et trouver des alternatives dans l'éducation. C'est ce qu'on fait aussi au cabinet, c'est qu'on travaille, par exemple, on va travailler sur des mathématiques, mais on va pas prendre le stylo, on va pas prendre le crayon, on va pas prendre le tableau, d'accord? On va utiliser d'autres techniques par le jeu, on va travailler ça par le jeu. La musique, ça aide? Effectivement, la musique aussi. Donc c'est des alternatives. On parle ici de médiation, d'autres médiations. Donc ça demande une grande implication de la part des parents. Effectivement, à la maison. effectivement, c'est un investissement très temps et matériel aussi, oui, financier. Sarah aussi, alors est-ce que vous donnez des exercices à la maison? Alors oui, bon, ça nous fait arrive beaucoup de donner... quand même, entre l'orthophoniste, le psychomotricien, les devoirs de l'école, ça fait beaucoup pour ces enfants. C'est vrai que c'est important de souligner, bon, je vais un petit peu dévier, c'est que la prise en charge, c'est vrai qu'elle est pluridisciplinaire, mais on ne va pas obliger l'enfant à faire 2 séances d'orthophonie par semaine, 2 séances de psychomotricité par semaine, 1 séance de psychothérapie. C'est une prise en charge, c'est-à-dire qu'on s'adapte à l'enfant. Donc ça nous arrive des fois, par exemple, de se dire, c'est quoi la priorité? C'est très très important. On souligne la priorité par rapport aux parents et par rapport aux troubles, par rapport à l'enfant, pour qu'on puisse ne pas surcharger l'enfant. Parce que, comme vous l'avez dit, déjà l'école, c'est déjà un émergement qui est très... il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses à faire déjà par rapport à l'école. Et des fois, on a des calendriers de ministres chez des enfants. Donc, on n'arrive même pas à placer une séance de rééducation entre les cours supplémentaires, entre l'école et tout ça. Donc, c'est très important de souligner ça. Pour finir, Rita, justement, un conseil aux parents, parce qu'ils sont un peu désarmés et ils ne savent pas comment se repérer, comme disait Sarah, face aussi à ce planning pour les enfants, l'organisation, l'investissement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors déjà, de ne pas trop paniquer. Hein. Deuxièmement, de se renseigner sur qu'est-ce qui pose problème chez l'enfant. Par exemple, si c'est un enfant dyslexique, ben, c'est quoi la dyslexie? Aller chercher. Chose qui ne se fait pas forcément. Les séances de guidance parentale qui se font une fois tous les 6 mois avec le psychologue, on essaie d'expliquer aux parents qu'est-ce qu'il a leur enfant et qu'est-ce qu'il faut faire avec lui à la maison. En termes de comportement, en termes de parole, en termes de langage, enfin tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Après, le dernier point, ça serait de diminuer le seuil des attentes et voilà, et de pas trop en demander à ces enfants-là, parce qu'il y a un point primordial, c'est qu'un enfant 10 est un enfant qui a beaucoup de difficultés avec les doubles tâches. Donc quand on lui demande de faire 2-3 choses en même temps, c'est impossible. On lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc à partir de là, je pense qu'il y a un gros travail à faire d'abord avec les parents avant d'arriver aux enfants. D'abord avec les parents sur les parents. Exact. Merci beaucoup, mesdames, pour votre mobilisation autour de ce sujet. Une équipe pluridisciplinaire pour s'attaquer à ces troubles 10 dans On se dit tout sur Médien TV. Avec moi, Mariam Bousfeha, psychomotricienne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Rita Alami, psychologue clinicienne, présidente de l'Association marocaine de psychologie et métiers associés. Et Sarah Hay, orthophoniste. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Moi, je reste avec vous. On continue dans un petit moment avec Mariam Zouiwi. Elle est pédiatre et nous allons faire le point sur l'asthme chez l'enfant et comment gérer la crise d'asthme à la maison. Restez avec nous. À tout de suite. Et on continue avec ce sujet, gérer la crise d'asthme à la maison. On en parle sans plus tarder avec vous, docteur Mariam Zouiwi. Vous êtes pédiatre à Tanger. Merci d'être là. Merci à vous, Yasmina. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc, la crise d'asthme, c'est quelque chose qui vraiment impressionne les parents. Ça fait peur. On voit l'enfant pratiquement s'étouffer. On ne sait pas comment s'y prendre forcément. Mais avant d'arriver à la technicité du geste, je vous propose de nous expliquer et de nous définir d'abord. Qu'est-ce que c'est que l'asthme ? Alors, l'asthme, c'est la première maladie chronique de l'enfant. Alors, sa prévalence est environ 8% quand même des enfants d'âge scolaire. Okay.
Alors sa fréquence est en train d'augmenter ces dernières décennies et la crise d'asthme, c'est l'une des causes les plus fréquentes de consultation aux urgences pédiatriques. Alors je veux expliquer tout d'abord qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un enfant quand un enfant a une crise d'asthme. Alors l'air en fait il pénètre au niveau du nez, au niveau de la bouche, puis au niveau de la trachée, puis il passe au niveau des poumons. Au niveau des poumons, il y a les bronches, et il y a une petite partie au niveau des poumons qu'on appelle les bronchioles. Alors, quand on a une crise d'asthme, en fait, il y a une inflammation des bronches et des bronchioles, et une sécrétion d'une substance visqueuse qu'on appelle le mucus. Donc, il y a une obstruction de cette bronche, et en plus de ça, on a une rétraction en fait, des muscles autour de cette bronche, ce qu'on appelle un bronchospasme. Donc là, l'air, quand il pénètre, en fait, il pénètre à l'intérieur des bronches et des bronchioles, et il n'arrive pas à sortir. Donc on a une difficulté à expirer. C'est pour ça qu'on voit que les enfants... C'est pas à inspirer en fait. Non, c'est pas plutôt à expirer. D'accord. Donc c'est des enfants en fait qui viennent, qui arrivent à inspirer, mais qui sont gênés en fait pour expirer. Il y a un piégeage de l'air. Donc c'est pour ça qu'on voit des enfants qui ont une gêne à l'expiration qui siffle en fait, parce que l'air il a du mal à rentrer et à sortir en fait. C'est plutôt à sortir. Plutôt à sortir en fait des poumons. Il entre, mais il sort difficilement des poumons. D'accord. Alors pourquoi justement certains enfants vont faire de l'asthme? Alors, l'asthme, c'est une maladie qui est multifactorielle. Il y a un facteur génétique, c'est-à-dire si les parents ont une allergie ou la fratrie a une allergie, l'enfant a plus de risques de faire de l'asthme. Il y a un facteur aussi de l'environnement. Le facteur de l'environnement, c'est surtout le tabagisme passif. Toutes les études montrent que le tabagisme passif déclenche les crises d'asthme. Une exposition importante ou même légère? Une exposition même légère. Hein. Il faut éviter le tabagisme passif chez tous les enfants parce que toutes les études montrent que ça déclenche l'asthme. Hein. Ça déclenche l'asthme chez l'enfant. Il y a aussi la poussière, les acariens. Il y a la pollution. Il y a les pollens. Il y a aussi en fait le poil des animaux. Alors, des fois, il y a des infections virales. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de crises d'asthme au cours de la période d'hiver. Ça entraîne une inflammation au niveau des bronches. Alors, justement, pour ça, je vous arrête. Un enfant qui fait une crise d'asthme suite à une infection, une inflammation des bronches, à cause d'un virus, justement, en période hivernale, est-ce que c'est un asthme qui va s'installer? Alors, non, pas forcément. On ne peut pas dire que, quand on fait le diagnostic, s'il fait un seul épisode de crise d'asthme, ça ne veut pas dire que votre enfant restera asthmatique toute sa vie. C'est ça ce que je veux dire. Oui. Ce n'est pas une fatalité, en fait. D'accord. Alors, pour savoir s'il va faire une crise, il y a des facteurs, en fait, pronostiques pour savoir. C'est-à-dire, s'il y a des antécédents familiaux, en fait, d'allergie, l'enfant est plus à risque de devenir asthmatique. Et c'est quoi le lien entre allergie, justement, et asthme? Alors, parce qu'on entend les spécialistes dire parfois, même l'allergie cutanée, oui, est signe d'un asthme chez un enfant. Alors l'allergie, en fait, on va dire, c'est un mécanisme, en fait. C'est le système immunitaire qui réagit mal à des allergènes, c'est-à-dire des allergènes, c'est-à-dire le pollen, normalement, ne devrait pas déclencher une réaction inflammatoire, mais il la déclenche, il le considère comme un corps étranger, ce qui fait il y a plein de globules blancs, un type de globules blancs qu'on appelle les mastocytes, les éosinophiles, qui sécrètent en fait des anticorps pour détruire en fait ce corps étranger. Alors, il y a plusieurs types d'allergies. Il y a une allergie, en fait, on peut faire une allergie au niveau de la peau, on peut faire une allergie au niveau du nez, on peut faire une allergie des poumons. Donc ça, c'est un des types d'allergies. L'asthme, c'est en fait une allergie au niveau des poumons. Mais ce qu'on appelle aussi la marche atopique, c'est-à-dire si on fait une allergie au niveau de la peau, on peut aussi faire une allergie au niveau du nez, on peut faire aussi par la suite une allergie au niveau des yeux, au niveau des poumons. Donc l'asthme, c'est une des manifestations des allergies et on peut associer plusieurs manifestations d'allergie, c'est-à-dire on peut avoir de l'asthme, on peut avoir de la dermatite atopique, on peut avoir une rhinite allergique. Donc en fait, l'asthme est une allergie? Une allergie, oui. D'accord. Une allergie, ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'un enfant fait de l'asthme avant la crise? Qu'il est en train de développer un terrain asthmatique avant le déclenchement de la crise d'asthme? Alors, souvent, j'ai ces questions, en fait, parce que les parents, ils viennent, ils ont peur, en fait, parce que souvent, la maman, elle est asthmatique ou le papa est asthmatique. Il se dit, non, j'ai peur que mon enfant fasse de l'asthme. Bon, il y a un terrain à risque, mais on ne peut pas savoir si votre enfant va faire de l'asthme ou non.
C'est-à-dire il faut utiliser, bien sûr, il faut faire de la prévention, c'est-à-dire il faut éviter de fumer, c'est ce que vous avez dit, les mesures d'hygiène dans les infections virales, il faut éviter en fait qu'ils attrapent plein de microbes. Mais il n'y a pas de dépistage précoce? Non, il n'y a pas de dépistage précoce. Parce que en fait ça va servir à rien et en plus ça va juste faire paniquer les parents. Il faut attendre, il faut apprendre à patienter et pas tous les enfants de parents asthmatiques seront asthmatiques par la suite. Donc on ne peut pas prévoir jusqu'au déclenchement de la crise. Jusqu'au déclenchement de la crise. Alors comment on fait le diagnostic en fait? Parce que quand le diagnostic il tombe, c'est pour les parents ils ont du mal à accepter ça. Alors, je vais parler de deux choses. Alors, parce que pour eux, ils pensent que la ventoline, si on fait le diagnostic, donc on doit utiliser en fait des médicaments comme le salbutamol. Et le fait d'utiliser le salbutamol, c'est-à-dire votre enfant va être dépendant de cette molécule. Ça veut dire que ça va limiter son activité, ça veut dire qu'on va l'utiliser tout le temps, ça va être un enfant différent des autres. Alors, il faut se dire, c'est une maladie qui a des traitements, que c'est une maladie, on ne doit pas la prendre comme une fatalité. C'est-à-dire si votre enfant est asthmatique, il ne peut ne pas l'être par la suite. Et il faut accepter en fait ce diagnostic pour pouvoir la traiter à temps et pour pouvoir en fait pour que ça ne se développe pas, pour qu'il n'y ait pas d'inflammation par la suite qui s'installe au niveau des bronches. D'accord. Et ça, le diagnostic pour le poser. Alors pour faire le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des tests, des analyses. Oui. Alors le diagnostic de l'asthme, c'est un diagnostic clinique. Mais pardon, le diagnostic ne peut être posé qu'après une première crise. Alors, le diagnostic ne peut être posé qu'après une première crise. Alors, c'est quoi une crise, en fait? Oui, voilà, aussi. C'est quoi une crise? Alors, je vais parler de deux choses. Je vais parler de l'asthme du nourrisson, c'est-à-dire de l'enfant de moins de 36 mois, et de l'asthme de l'enfant et du grand enfant. Alors, c'est quoi l'asthme du nourrisson? En fait, des fois, les nourrissons, ils attrapent ce qu'on appelle les bronchiolites. Oui. Les bronchiolites, en fait, c'est des infections virales qui entraînent des épisodes de toux avec des sifflements et des gènes expiratoires. Quand votre enfant a un épisode de bronchiolite, bon, ça passe. Quand il a le deuxième épisode, ça passe. Mais quand il a le troisième épisode, là, on parle d'un asthme du nourrisson. Déjà? Oui, à partir du troisième épisode. C'est une détresse respiratoire? C'est-à-dire, c'est un enfant qui vient avec une difficulté à respirer, on entend un sifflement, qui a une gêne à l'expiration, qui a une toux, qui n'arrive pas en fait à prendre son biberon, qui pleure tout le temps en fait parce qu'il n'arrive pas à bien respirer. Donc ça s'appelle une bronchiolite. Et c'est un asthme du nourrisson? Non, après 3 épisodes? Après le troisième épisode, on pose le diagnostic d'asthme du nourrisson. Donc ça, c'est par rapport au nourrisson. Par rapport à l'enfant, en fait, ça peut être un enfant qui présente juste une toux. Mais c'est une toux, en fait, qui est surtout la nuit. C'est une toux la nuit au petit matin, et c'est une toux qui dure. C'est-à-dire, c'est une toux... Grasse, sèche? Alors, c'est une toux surtout sèche. C'est une toux sèche qui dure et qui se pérennise. Ça peut être aussi une toux qui est déclenchée par l'effort, c'est-à-dire il y a une limitation de l'activité physique. Il court, il saute, il commence à tousser. Et à partir de là, il tousse, il n'arrive pas, il ressent une gêne respiratoire. Et dans les cas graves, ça va être une gêne, la fameuse crise d'asthme avec une gêne respiratoire, un essoufflement, un sifflement et des fois des difficultés à respirer. Donc, quand on a tous ces symptômes, alors généralement on va chez le médecin, il l'ausculte, il entend ce sifflement à l'expiration. Alors on a besoin d'un seul examen complémentaire, en fait, c'est la radio du poumon, c'est tout, pour éliminer d'autres diagnostics. Quand la radio est normale, qu'on a éliminé tous les autres diagnostics, on pose le diagnostic d'asthme. Il faut accepter en fait ce diagnostic, c'est très important de l'accepter. On pose, c'est le pédiatre qui pose, oui, et on doit accepter, les parents doivent accepter. Oui. Les parents doivent accepter pour pouvoir traiter cette crise, pour pouvoir proposer des traitements à l'enfant. Alors, si la crise arrive, on va dire la crise arrive pour la première fois, donc on va dire on n'est pas outillé à la maison, on n'a rien, on ne sait pas ce qui se passe, l'enfant a des difficultés respiratoires et expiratoires aussi, on ne sait pas comment il faut réagir. On n'a rien, on n'a pas de produits, on n'a pas de médicaments, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors non, il faut aller chez le médecin en fait, directement, parce que ça peut être grave. C'est-à-dire il faut pas banaliser en fait le symptôme. Et si votre enfant a du mal à respirer, il faut aller directement chez le médecin parce que les médicaments qu'on propose, c'est des aérosols. Et c'est un médicament en fait, il n'y a pas autre chose. Et parmi les caractéristiques des crises d'asthme, c'est que ça répand en fait
au bronchodilatateur. D'accord. Alors, je vais expliquer c'est quoi, parce que les parents, en fait, ils ont peur du salbutamol. Ils se disent qu'il y a beaucoup d'effets secondaires par rapport au salbutamol. Non, je vais donner du salbutamol, je ne vais pas te donner de médicaments à chaque fois. Alors, quelle est la fonction du salbutamol? En fait, il dilate les bronches. Il ne fait que ça. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, il y a une inflammation au niveau de ces bronches, ces bronchioles, il y a une obstruction de ces bronches, et il y a une rétraction des muscles. Lui, sa fonction, c'est de dilater cette bronche pour que l'air puisse sortir, en fait. Les parents n'ont pas le choix, l'enfant non plus n'a pas le choix. Oui, les parents n'ont pas le choix, mais il y a des parents qui n'acceptent pas ça, en fait. Oui. Pour eux, parce que pour eux, poser le diagnostic, pour eux, c'est une catastrophe. Alors, maintenant, le diagnostic est confirmé, l'enfant est asthmatique, qu'est-ce qu'il faut avoir à la maison et comment utiliser? Alors, il nous reste 1 minute, on va essayer de montrer techniquement. Alors là, quand votre enfant a une crise d'asthme, il faut avoir, alors si c'est un enfant petit, il ne pourra pas utiliser tout seul, en fait, cet aérosol. En fait, c'est les aérosols. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous ai montré, en fait, ils utilisent ce qu'on appelle une chambre d'inhalation. Ça, c'est pour les enfants, en fait, qui ont moins de 3 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever, en fait, le bouchon. Et il faut mettre en fait l'aérosol au niveau de l'autre bout de la chambre d'inhalation. Okay. Et il faut mettre en fait l'embout buccal au niveau du nez et de la bouche. Il faut faire un petit, comme ça. Il faut laisser l'enfant en fait respirer plus de 5 fois pour qu'il assimile en fait le médicament. On ne peut pas lui mettre directement. Oui, ça c'est très important parce que des fois on donne le médicament et les parents disent ça marche pas. Alors que c'est en fait ils ne savent pas utiliser en fait le médicament. C'est très important de savoir comment l'utiliser. Mettre l'aérosol au bout de la chambre d'inhalation, mettre l'embout au niveau du nez, au niveau de la bouche, faire un petit et laisser l'enfant respirer en fait 5 fois. 5 fois, laisser donc l'embout sur le visage de l'enfant et le laisser respirer. Et 5 fois pour qu'il puisse absorber en fait. Et donc ça, c'est une façon de gérer à la maison la crise. À quel moment il faut absolument aller consulter? Alors, quand vous utilisez en fait l'aérosol, en fait c'est une bouffée par 2 kilos. Alors avec un maximum de 10 bouffées, et vous voyez que ça ne marche pas, alors il faut absolument aller chez votre médecin aux urgences parce que ça peut être grave. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Madame Zouioui, vous êtes pédiatre à Tanger. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Onzito. À bientôt. Quant à moi, eh bien, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation, la diffusion, la production de cette émission. Et puis, bien sûr, un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Média prochainement.